Bienvenue sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoria, Bâti Radio. Nous sommes ravis de vous faire vivre cette 5e date de la tournée Réno Tour dans le cadre du forum Réno Days qui aura lieu, pour rappel, le 7 et 8 octobre prochain. Ce sera à Paris, au Parc des Expos. Nous sommes à la Sucrière aujourd'hui, à Lyon Confluence, dans un lieu emblématique de la reconversion, de la transformation urbaine. Une ancienne usine en fait à sucre des années 20 est devenue un espace culturel vraiment de référence. C'est dans ce cadre finalement chargé d'histoire et résolument tourné vers l'avenir qu'on va parler de transition énergétique, de rénovation performante et aujourd'hui plus que jamais de compétences humaines. C'est le vrai sujet. Selon les projections, la rénovation énergétique pourrait générer jusqu'à 250 000 emplois supplémentaires en France d'ici à 2030. C'était rappelé tout à l'heure en introduction. Mais encore faut-il former et attirer les talents vers ces métiers d'avenir. Comment les attirer, comment les former, comment surtout les fidéliser, faire de la rétention pour relever le défi de la transition dans le bâtiment. Eh bien, ce sont les questions que l'on se pose à l'occasion de cette dernière table ronde avec 3 invités que je vous présente de suite. Violette Bailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Solive Lyon. Laure Voran, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice de l'ASDER et Laurent Lacour, bonjour. Bonjour. Chargé de mission territoriale au 3CA BTP. Merci à tous les 3 d'être présents pour répondre à nos questions. Et puis je rappelle que cette table ronde, que vous pourrez également suivre en replay, eh bien, se déroule en public. Public qui peut d'ailleurs s'applaudir. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. On vous sollicitera évidemment tout à l'heure pour voir si vous avez des questions, pour interpeller directement les personnes présentes sur cette table ronde. Violette Bailly, je le disais, donc directrice de la Solive Lyon. En quelques mots, on peut rappeler concrètement ce qu'est la Solive? Oui, donc la Solive, c'est un organisme de formation qui a été créé en 2021 avec une ambition double. La première, c'est de massifier la réponse aux besoins en talent de la rénovation énergétique. Vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment un énorme enjeu. Et donc, c'est un enjeu auquel on s'attelle à la Solive en déployant des formations à la fois à destination de cadres qui vont être formés sur des missions de chef de projet rénovation énergétique ou conducteurs de travaux, par exemple, mais aussi des techniciens sur des sujets de pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques. Et le deuxième gros enjeu auquel on s'attelle, c'est aussi de répondre aux envies d'adultes qui ont déjà l'expérience professionnelle. Et qui sont en reconversion. Et qui veulent se reconvertir et surtout qui cherchent, on parle beaucoup de quête de sens, mais c'est un mot qu'on entend beaucoup dans nos organismes de formation. Et donc cette fameuse quête de sens vers des métiers qui ont de l'avenir, mais aussi de l'impact. Et on y reviendra évidemment tout à l'heure. En tout cas, merci d'être là. Laure Voran, l'ASDER, et pareil, on peut rappeler ce que vous faites concrètement. Quelle est la spécificité aussi de l'organisme? Alors, l'ASDER, comme la Solive, on est centre de formation sur les sujets de bâtiments durables et rénovation énergétique. On forme aussi des personnes en reconversion vers des métiers de la rénovation énergétique. Et on a également des formations plus courtes pour des professionnels déjà en activité. La particularité de l'ASDER, École du bâtiment durable, c'est que l'on crée des nouveaux diplômes spécialisés sur les sujets de la rénovation énergétique que l'on fait reconnaître par France Compétences pour qu'ils aient une reconnaissance nationale par l'État. Et ensuite, ça nous permet de les essaimer très largement au niveau national en accompagnant d'autres centres de formation partout en France à former des jeunes ou moins jeunes sur ces diplômes. Voilà. Et une autre particularité de l'ASDER aussi, qui nous caractérise en tout cas, c'est que depuis quelques années, on a développé pas mal de MOOC, donc des formations gratuites en ligne. On en a fait 4, tous sur les sujets de la rénovation énergétique, sur des sujets différents et complémentaires. Ces MOOC, on les met régulièrement à jour et ils continuent de vivre et ça marche plutôt bien puisqu'on a touché près de 90 000 personnes en quelques années. Donc bien sûr, un MOOC, ça reste court, c'est un format très souple, très pratique et c'est pas l'équivalent d'une formation longue et diplômante. Néanmoins, c'est un puissant outil d'acculturation. Et on en a beaucoup parlé dans les tables rondes précédentes, mais ça permet que tout le monde se comprenne et parle le même langage quand on parle de rénovation performante. Ce qui n'est pas simple au départ, en tout cas. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Laurent Lacour, chargé de mission territoriale au 3CA BTP, justement, est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les missions du 3CA BTP? Alors, les missions, le 3CA BTP n'est pas un organisme de formation, mais est un outil des branches du bâtiment et des travaux publics financé par les entreprises du BTP.
administré par des représentants d'employeurs et de salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Et notre mission, c'est d'être, alors centre de ressources, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais c'est de produire des ressources, des contenus, éventuellement donner quelques moyens aux organismes de formation, quels qu'ils soient, qui interviennent dans les domaines du bâtiment ou des travaux publics. Alors, on va parler avec vous du programme RénoBoost. Vous pilotez ce programme pour accompagner la montée en compétences dans la rénovation énergétique. De quoi il s'agit en fait très concrètement ? Alors, dans le cadre de nos missions, effectivement, produire des contenus, être à disposition des organismes de formation. On n'oblige personne, on n'a pas d'autorité sur aucun organisme. Pour le confirmer, les deux autres participantes pourront le confirmer, on n'a pas d'autorité, on est à disposition. Voilà. Pour être à disposition et produire les contenus et les ressources les plus adaptées, des fois il faut faire un peu de prospective, regarder un petit peu les tendances pour anticiper aussi les besoins des organismes de formation. Essayer de se projeter. Ouais. Essayer de se projeter à la fois sur les contenus, puis les volumes et RénoBoost. Vous disiez à l'instant, et puis ça a été largement commenté dans les précédentes tables rondes, on voit l'objectif, on connaît l'objectif, l'échéance, l'objectif 2050, X milliers d'emplois potentiellement nécessaires. Mais ça ne dit pas grand-chose de feront-ils tous besoin au même moment? En gros, quel va être le plan de charge? Alors c'est un exercice très difficile, mais c'est pour ça qu'avec les organisations professionnelles, on a lancé, alors au niveau national et décliné, adapté dans chacune des régions, des études qui sont à la fois, alors je parle d'études au sens où il y a un état des lieux, mais c'est une dimension aussi prospective parce qu'on identifie du coup des scénarios de réalisation identifiés, constatés, les leviers d'action. Et puis on se donnera rendez-vous à échéance régulière pour bouger les curseurs et faire tourner cette moulinette pour voir les courbes, quelles seront les tendances réelles ou plus prévisibles, actualisées en fonction de tous les paramètres sur lesquels je ne vais pas revenir. On a les stop and go de politique publique, les dispositifs complémentaires dans les territoires ou pas, la confiance aussi, il y a probablement un élément de confiance, enfin tout ce qui peut avoir un impact sur la solvabilisation finalement de ce marché. Et du coup, les besoins que ça peut créer en emploi et en compétences. En regardant aussi, je ne veux pas être trop long, mais un petit peu l'existence, c'est-à-dire quelles sont les ressources des entreprises actuellement, comment elles vont s'emparer du marché, sur quels modèles économiques. Et on se rend compte que selon les régions, il y a quelques petites différences de pratiques liées à des raisons tout à fait valables et objectives. Et donc, la phase... Après l'état des lieux, la phase agir, c'est-à-dire comment on va pouvoir, sur quel levier, nous, sur la dimension formation avec les organisations professionnelles et les OF qui souhaiteront nous accompagner, voir sur quel levier on doit plus s'appuyer, être plus vigilant. Est-ce que c'est sûrement un mix de tout ça, mais quelle part de nouveaux entrants, quelle part par la voie de la formation initiale, de nouveaux entrants par les voies de la reconversion, et quelles compétences complémentaires pour des salariés en poste dans les entreprises. C'est pas les mêmes modèles économiques déjà de formation, c'est pas les mêmes besoins en contenu et en pratique pédagogique. Donc voilà, l'exercice c'est celui-là, avoir de la visibilité, je le redis, pour l'appareil de formation. Accessoirement, et en même temps, ça donne aussi de la visibilité aux entreprises sur qu'est-ce que ça pourrait être ce marché dans les 2, 3, 5 ans à venir. Oui. Parce qu'on en parle beaucoup, on voit le potentiel, mais en même temps, moi je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « je ne sais pas réellement, ça vaut le coup que j'y aille ou pas, je ne sais pas bien ». Parce qu'il peut y avoir une part d'investissement, d'investissement au sens général du terme, c'est-à-dire recruter ou former mes salariés. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En gros, je ne vais pas dire que c'est une étude de marché, mais ça donne un peu de lisibilité sur le marché au niveau régional. Et ça complète des études. Les études nationales, il y en a eu beaucoup, il y en a, elles sont utiles, elles sont pertinentes. On se rend compte que selon les régions, il y a des leviers qui font et des paramètres qui font que la réalisation ne se traduit pas, c'est pas toujours à la même vitesse, aux mêmes échéances. Et que disent vos observations, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, à ce stade, on en est, pour cette région, à la phase de diagnostic. On va finaliser le diagnostic, qui ne fait pas apparaître de choses alarmantes ou très, très spécifiques.
Après, je vais utiliser le poncif, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, terre de contraste, évidemment, comme toutes les régions. Alors, en gros, quand on va du Cantal à la Haute-Savoie, les bâtis sont pas les mêmes. Il y a un bâti peut-être un peu plus ancien dans l'ex-région Auvergne que dans la région Rhône-Alpes, mais on découvre pas des choses absolument qui nous font tomber à la renverse. Par contre, on objective quand même. On aura de la donnée plus objective. On a des données à travers des enquêtes, des entretiens avec des chefs d'entreprise, je l'indiquais tout à l'heure, sur la façon dont aujourd'hui ils appréhendent ce marché. Est-ce qu'ils sont plutôt sur du monogeste, sur des approches plus globales, comment ils s'organisent aussi, quels sont leurs devis de sortie, un petit peu les coûts qu'ils arrivent à produire. Donc voilà, on va avoir cette phase-là. On commence à identifier aussi, en partant d'hypothèses, hein, de scénarios qui sont que des scénarios, les besoins en compétences dans leur globalité et le delta qu'il pourrait y avoir en fonction des effectifs actuels dans les entreprises. Et du coup, le besoin en formation et à discuter, c'est un peu de la stratégie pour laquelle les entreprises doivent se faire des choix aussi, dire est-ce qu'on va plutôt vers l'accueil de nouveaux salariés, de nouveaux entrants dans le métier, est-ce qu'on forme plutôt nos salariés, est-ce que c'est les deux, probablement ce sera un mix. Et puis enfin, encore une fois, les contenus, parce qu'il peut y avoir parfois des tentations de dire, finalement, il y a certains gestes, c'est très technique, une formation courte, ça va être facile, on va prendre quelqu'un, on va le former. Sauf que, je reviens à ce que je disais, à l'instant, selon qu'on a en face de soi un professionnel, quelqu'un qui a déjà une expérience du métier, ou un nouvel entrant, s'il n'a pas de culture chantier, ça c'est des choses que j'entends de la part des entreprises et je le comprends tout à fait, ce serait délicat, risqué de former la formation courte, minimale, j'allais dire, et avec quelqu'un qui par ailleurs n'a pas de culture chantier. A contrario, encore une fois, un salarié qui a une bonne expérience, qui est dans son environnement, qui est tout à fait à l'aise dans son environnement, mais qui ne maîtrise pas forcément certaines pratiques, certains gestes professionnels. Là, la formation courte, ça peut être la bonne réponse. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un état des lieux qui peut dessiner des perspectives, des stratégies d'action. Et qui permet donc de s'adapter, notamment au niveau des organismes de formation. Juste très très rapidement, Laurent, est-ce que vous arrivez à identifier, vous, grâce à vos études de prospective, les métiers, entre guillemets, le top 3, je sais pas moi, des métiers qui ont de l'avenir et sur lesquels, effectivement, il faut agir? Alors, quand on regarde dans d'autres régions, pour le coup, parce que je vais... Oui, mais c'est intéressant, voilà. Parce qu'après, on pourra faire la comparaison avec la Solive et la SDER. Bien sûr. Non, mais c'est sans surprise, hein. C'est les plaquistes, c'est tout ce qui touche à l'enveloppe, c'est les chauffagistes et électriciens. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de comment dire, on n'a pas eu de surprise incroyable. Après, c'est sur les volumes. Là, aujourd'hui, je peux pas vous donner de chiffres, mais sur les volumes, les besoins en compétences, en personnes formées, c'est là que ça peut être intéressant, de voir un petit peu les réalités des besoins. Je vois que des organismes de formation sont forcément très intéressés, parce que c'est un marché aussi, hein, le marché de l'activité de formation. Je parlais tout à l'heure de l'activité des entreprises du BTP, ça nous intéresse forcément. On est à leur service, mais on est aussi un peu au service des organismes de formation en tant qu'opérateur économique. Et s'il y a besoin de former, il y a un marché et une activité possible de formation. Laure Voron, justement, et puis après je me tournerai vers vous, Violette, mais à l'ASDER, est-ce que vous avez identifié comme ça une formation qui fonctionne mieux parce que effectivement c'est adapté au territoire, il y a des besoins, il y a des vrais besoins? Alors, adapté au territoire, c'est difficile de répondre. En tout cas, nous, on est très intéressés par les résultats de cette étude. On travaille plus sur la base d'études plutôt nationales. On a, de par ce que j'ai dit tout à l'heure, la vocation de créer des diplômes et de les essaimer, finalement, c'est le territoire que l'on couvre. Donc, non, je vois pas aujourd'hui de différence nationale. En tout cas, les métiers qui ont été évoqués de plaquistes, avec un renforcement des compétences sur l'isolation, les métiers de chauffagiste, avec un renforcement des compétences sur les systèmes décarbonés, pompe à chaveur, biomasse, etc. Et l'électricien avec le photovoltaïque, c'est clairement les métiers sur lesquels on travaille dans nos formations. Vous avez une longue expérience sur les parcours de reconversion, avec un taux de retour à l'emploi, j'ai vu, de près de 90%. Qu'est-ce qui explique finalement ces bons résultats, oui?
Alors déjà, ce qui explique ces bons résultats, clairement, c'est qu'il y a de l'emploi. Ouais. Voilà. C'est notre réseau d'entreprises que l'on cultive et qu'on essaie aussi de faire grandir de jour en jour. Ces entreprises, on travaille de manière rapprochée avec elles, justement lorsque l'on écrit des nouveaux diplômes, des nouveaux référentiels, puisque il faut que les compétences que l'on développe collent à leurs besoins. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on travaille avec les entreprises pour qu'elles puissent nous prendre des apprenants en stage en entreprise, parce que la période d'immersion en milieu professionnel est aussi, la période de stage est aussi importante ensuite pour l'insertion professionnelle. Donc elles nous prennent des alternants, des stagiaires. On les fait intervenir dans nos jurys, dans nos conseils de perfectionnement. Donc voilà, un travail assez proche des entreprises pour leur apporter les compétences dont elles ont besoin. Ensuite, par rapport à ce qu'on peut dire aussi, vous l'avez dit, on a une longue expérience. Donc ça, c'est aussi... Ça compte, mine de rien. L'ASDER, on a plus de 40 ans d'existence et on fait de la formation depuis 40 ans sur les sujets du bâtiment durable. Donc voilà, on a un réseau de formateurs, soit internes, soit externes, puisqu'on s'appuie aussi sur des professionnels qui sont formateurs occasionnels. On a un pool d'une centaine de formateurs et ça aussi, ça compte sur la qualité, on va dire, des formations. Et peut-être dernière chose, pour avoir ces résultats, c'est aussi nos apprenants, puisque c'est quand même eux qui s'engagent dans un projet, surtout les projets de reconversion, c'est pas rien. Donc ils s'engagent, ils sont motivés. On les sélectionne aussi sur ces critères-là, mais c'est quand même à eux aussi que revient ce mérite-là d'avoir réussi leur reconversion. Évidemment. Quelques mots sur le projet phare. De quoi il s'agit? Oui, alors le projet phare, ça veut dire former les acteurs de la rénovation énergétique. C'est un projet compétences et métiers d'avenir dans le cadre de France 2030. C'est un projet ambitieux et collectif puisque on a plusieurs partenaires, de nombreux partenaires dans ce projet, beaucoup d'acteurs, des partenaires formation. On a d'ailleurs des partenaires avec la Solive sur ce projet. On a aussi des partenaires publics, l'Éducation nationale, l'AFPA. On a bien sûr des réseaux, des organisations professionnelles, des institutions. L'idée, c'est d'embarquer tout ce monde-là pour avoir un impact plus fort et pour finalement avoir l'ambition de développer massivement les compétences à l'échelle nationale, de jouer un rôle dans ce développement des compétences. Et ce projet, il repose aujourd'hui sur 3 axes. Un axe développement de nouveaux parcours, dont j'en ai un petit peu parlé, développer des parcours de formation, les faire reconnaître auprès de France Compétences et les diffuser très largement sur le territoire, dans nos propres campus et en s'appuyant sur les réseaux formation initiale et continue. Un deuxième axe du projet, et ça fait un peu le lien avec le 3CA BTP, c'est un axe sur les outils pédagogiques. On développe des outils pédagogiques, des outils digitaux, des outils de formation aussi pratico-pratiques dans nos ateliers. Et toutes ces ressources pédagogiques que l'on développe, on les met à disposition des formateurs, de tous les organismes de formation, qu'ils soient initiales ou continues. Ils peuvent s'emparer de ces outils, notamment des outils digitaux, c'est assez facile. Ils peuvent s'emparer de ces outils et les utiliser dans leur formation. L'ASDER, vous êtes présent partout. Il y a un campus qui va s'ouvrir aussi à Lyon. Alors, l'ASDER, on est présent à Chambéry initialement, en Savoie. On ouvre un campus à Lyon qui est en train de se lancer et qui va accueillir ses premières sessions en janvier ou février 2026. Et on ouvre aussi un campus à Paris pour l'automne. Donc, besoin de se déployer, évidemment. Oui, alors c'est tout à fait, c'est dans le cadre de ce projet phare qui est collectif. Et puis pour notre structure, c'est clairement l'occasion d'un changement d'échelle aussi et de massifier un peu notre action. Allez, je me tourne vers la Solive et Violette Bailly, dont vous êtes la directrice. Alors vous, le campus de Lyon, il est ouvert depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. D'accord. Plus de 250 élèves maintenant. Plus de 250 élèves. C'est quoi les profils? Alors, s'il y a un profil. Oui, alors plus de 250 élèves, j'ai envie de dire plus de 250 profils, presque. Mais pour donner quelques chiffres, donc on est sur de la reconversion avec une moyenne d'âge d'environ 40 ans. Donc c'est vraiment des parcours très différents. Soit ils commencent à se reconvertir assez rapidement après les études, mais souvent c'est plutôt des personnes qui ont déjà vraiment accumulé l'expérience professionnelle. Après, d'autres chiffres, on est à peu près à 40% de femmes. Ce qui est, on peut dire, peut-être pas si mal dans le BTP, je pense, mais c'est encore, nous, on veut vraiment aller à un équilibre. C'est intéressant ce que vous dites là, 40% de femmes. Ça fait 2 ans que vous êtes ouvert. Est-ce que vous voyez justement une évolution qui
qui montrerait qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes et que finalement, le bâtiment, notamment, est inclusif? Alors ça dépend des parcours. Sur les parcours techniques, je pense qu'il y a encore une image un petit peu des métiers qui est encore à travailler. Ça fait partie aussi d'ailleurs de nos métiers, enfin en tant qu'organisme de formation aussi, ça fait partie de notre travail de les rendre attractifs. Voilà, c'est exactement. Mais sur des métiers par exemple de chef de projet en rénovation énergétique, on a de plus en plus de profils de féminins. Et donc ça va dans le bon sens, on va dire. Ouais. Et sinon, en termes de profil, après, on a à peu près 30% qui viennent déjà du monde du bâtiment, plutôt du neuf, du coup, parce que nous, on fait la rénovation, plutôt des métiers, par exemple, commerciaux, etc., et qui se reconvertissent sur nos métiers. Et après, donc, 70% de personnes qui viennent de parcours vraiment totalement variés. J'ai en tête une assistante maternelle qui était voilà. Et parfois, souvent, des profils qui ont quand même un petit peu touché au métier dans le sens plutôt personnel chez eux, qui ont commencé à faire des travaux, etc., qui se sont intéressés et qui du coup se sont lancés un petit peu sur ces métiers-là. Après, je pense que ce qui réunit un peu tous ces profils-là, c'est vraiment cette quête de sens, à la fois pour répondre à des besoins écologiques, mais aussi, on entend souvent, parce qu'on fait des tours de table quand on reçoit les élèves le premier jour, un petit peu le pourquoi est-ce que vous êtes là. Ouais. Et il y a aussi ce besoin aussi de créer du confort. En fait, quand on parle de passoire énergétique, finalement, on parle beaucoup aussi d'inconfort de vie. Et donc, c'est comment est-ce qu'on améliore aussi le confort de vie des personnes qui vivent dans ces logements à rénover. Donc, c'est vraiment... c'est un vrai sujet, oui. C'est ça. C'est même le sujet central, quoi, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc, nous, on travaille avec de l'humain, puisqu'on travaille avec ces personnes-là, mais elles-mêmes sont des personnes qui ont envie aussi de cet impact humain et écologique dans leur métier. Alors oui, il y a des emplois à pourvoir. C'est clairement une filière qui est en tension. Les entreprises ont de grosses difficultés, évidemment, à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Là, vous me disiez que vous receviez, par exemple, une assistante maternelle qui était en reconversion. Comment est-ce que vous vous assurez, finalement, de la qualité de ces profils pour, derrière, effectivement, d'abord, ils soient employables et que ça fonctionne pour eux, quoi, et pour les entreprises pour lesquelles ils vont bosser? Oui, vous avez cité un petit peu les deux axes majeurs qui font cette importance du recrutement. C'est que ça se passe bien pour la personne et pour l'entreprise. Et donc, ce qui est vraiment très important, c'est la construction du projet professionnel. Donc nous, notre métier, c'est de s'assurer que le projet professionnel est vraiment bien construit. Et donc, pour le faire, on va alors certes avoir ce qu'on appelle les tests techniques qui vont être des passages un petit peu pour montrer un petit peu le type d'exercice qu'ils vont pouvoir retrouver dans leur métier. Et aussi pour nous, de vérifier un petit peu la partie réflexion. Mais le plus important, c'est vraiment l'aspect humain, encore une fois, c'est-à-dire qu'on va faire des entretiens individuels avec chaque personne pour vérifier leur projet professionnel, qu'elles fassent les choses pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, nous, on a des formats vraiment très intensifs, c'est des formations courtes, qui vont de 15 semaines pour des chefs de projet à 8 mois, mais avec un bootcamp intensif de 10 semaines pour les formations techniques. Donc c'est vraiment très intensif parce qu'on attend d'avoir beaucoup de compétences en sortie. Et donc on a besoin d'avoir des personnes qui ont un projet défini, qui soient très motivées, que ce soit aussi le bon moment dans leur vie, parce que parfois on a des personnes, on sent que c'est pas forcément le bon moment et qu'il manque une étape. Et d'ailleurs, les étapes qu'on peut proposer, c'est aussi de parler de ces métiers-là. On fait des portes ouvertes très régulièrement, donc on a des beaux plateaux techniques à montrer aussi. Donc c'est important de venir voir aussi sur les plateaux techniques ce que ça peut être. Donc on fait du photovoltaïque, donc on a des toits, des petites maisons en intérieur. On a aussi des plateaux techniques avec pompe à chaleur. Donc voilà, faut venir voir aussi sur les campus, parce que dans un campus, le but c'est vraiment de montrer le métier. On fait aussi des interventions, on fait des conférences. Par exemple, la semaine prochaine, on a une sur le confort thermique à domicile. On fait venir des experts qui sont aussi nos formateurs, puisqu'on fait aussi intervenir des experts techniques qui vont partager leur expérience à nos élèves dans le cadre des formations. Et donc on fait aussi des conférences grand public pour venir voir un petit peu ce que c'est que le métier. Et c'est de tout ça dont on va parler après en entretien individuel pour s'assurer que les personnes soient vraiment motivées, mais aussi que ça va correspondre à leur projet de vie, parce que l'objectif c'est une insertion professionnelle sur le long terme. Nous aussi on a plus de 90% d'insertion professionnelle sur les métiers de la rénovation énergétique. C'est important de le préciser quand on fait la reconversion. Aussi. Oui, c'est ça, plus de 90%. Et c'est important de le préciser quand on fait la reconversion. C'est que on s'assure de la pérennité après du parcours dans ce secteur-là, parce que pour la personne, que ce soit vraiment une nouvelle étape, et aussi parce que c'est important comme on le disait, de massifier les compétences dans le secteur. Massifier les compétences dans le secteur sans agir sur la qualité qui pourrait baisser de la formation. Parce qu'il faut massifier aussi la formation quelque part. Oui, tout à fait. C'est important de garder ce niveau de qualité, et c'est pour ça justement qu'on fait intervenir des experts secteurs, ce qui nous permet d'ailleurs aussi d'adapter nos formations en fait aux localités
Aujourd'hui, si on fait la formation, donc on a des campus à Paris, Nantes, Toulouse, Marseille et Lyon. Et en fait, la formation, alors le contenu de base, les compétences qu'on va demander à la fin sont similaires, puisque ça a été travaillé avec des entreprises qui nous ont dit nous, on a besoin que les personnes en sortant aient ces compétences-là. Par contre, après, elles sont opérées sur nos campus par des experts techniques. Alors, on ne les appelle pas, c'est pas des profs. On n'a pas de profs à la Solive, on a que des experts techniques qui viennent parler de leur métier, qui viennent témoigner de leur quotidien, du métier. C'est pas vous que je vais l'apprendre, mais en fonction des localités, on en parlait tout à l'heure, mais il y a le climat est différent, il y a même aussi les politiques sont différents. Donc, par exemple, au niveau des aides, on fait intervenir des professionnels de l'ALEC qui viennent justement parler des dispositifs d'aide qui peuvent être locales. Donc, c'est important d'avoir des professionnels locaux qui viennent témoigner de ce qu'ils vivent au quotidien sur leur territoire. Si je veux me reconvertir, là, ça paye bien, les métiers de la rénovation énergétique, c'est sympa. Je vais rentrer chez moi avec la banane. Alors, c'est l'objectif, de rentrer chez soi avec la banane. Ça paye bien, ça dépend des métiers. Parce que nous, on forme sur des métiers de technicien, on forme sur des métiers de cadre, donc ça dépend. Après, ça dépend aussi des parcours professionnels initiaux. Parce que nous, on a aussi des personnes, par exemple, on a des conducteurs de travaux qui après se reconvertissent en chef de projet rénovation énergétique et donc qui trouvent peut-être des postes où ça va être plus ou moins reconnu aussi le parcours précédent. Et parfois, quand on vient d'un secteur totalement différent, on va quand même repartir à des niveaux plus juniors. Donc on peut pas non plus dire... et en tout cas, d'expérience, les personnes ne le font pas pour l'argent, mais ça n'empêche quand même d'avoir des métiers, en tout cas des métiers d'avenir dans lesquels il y a de l'emploi et dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. C'est l'objectif. C'était de la pure provocation de ma part, mais c'était pour avoir effectivement... On a des réponses à tout. Voilà, exactement. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je ne veux pas tomber dans la provocation, moi non plus. Non. Mais rajouter que aussi il y a le fait que ça paye bien. Enfin voilà, ça fait quand même partie des métiers où on est payé aussi, parce qu'il y a d'autres secteurs d'activité où ça peut être plus aléatoire ou moins normé. Et puis surtout, c'est là-dessus que je veux insister, il y a les possibilités aussi d'évoluer professionnellement. Oui, de monter en compétences. Je rebondis un peu là-dessus, c'est-à-dire il y a la situation à l'instant T quand on sort, qu'on est formé, et puis la projection dans des choses différentes, complémentaires, prendre des responsabilités, voilà. Des personnes qui montent leur structure aussi, assez rapidement aussi. Et l'entrepreneuriat et les perspectives d'entrepreneuriat parmi les possibilités d'évolution. À l'ASDER, vous avez des profils comme ça, un peu entrepreneuriaux, qui veulent se lancer? Oui, je pense qu'on colle assez bien au profil de la Solive. On a vraiment les mêmes, la moyenne d'âge, c'est la même. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, petite parenthèse avant de répondre à votre question, je trouve ça assez intéressant qu'on soit deux organismes de formation sur cette table ronde orientée reconversion professionnelle, parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas, c'était vraiment confidentiel, on comptait pas dessus, c'était presque inexistant, personne ne connaissait. Ouais, mais en même temps, les besoins, ils sont juste immenses. Alors en fait, c'est ça, mais du coup, ça y est, les besoins sont immenses, donc on se dit, tiens, on va peut-être pas attendre juste les jeunes qui sont en formation initiale, on va pas attendre que ces générations-là arrivent sur le marché du travail, on va peut-être aussi s'intéresser à un autre type de population qui sont les personnes en reconversion, et ça c'est très positif aussi pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'on peut aussi à un moment donné changer de vie professionnelle, c'est possible, et il y a plein d'organismes qui sont là pour ça. Et du coup, j'ai perdu le fil de votre question. Non, c'était ça, hein, c'était de rebondir sur. Ah oui, les profils. Oui, c'est à peu près les mêmes. Les profils, c'est les profils. Voilà. Oui, on a des belles j'imagine de superbes histoires de personnes qui se sont reconverties. Tiens, un exemple, par exemple. Vous m'avez parlé de création d'entreprise. Je pense à un de nos apprenants qui avait fait un début de carrière dans l'industrie, qui a monté son bureau d'études, et il l'a monté en s'associant avec un autre diplômé d'un de nos centres partenaires. Donc voilà, c'était sympa. Et aujourd'hui, ils ont embauché quelques personnes issues aussi de nos formations. Donc, génial. Donc ça marche, oui. Super. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Je me tourne maintenant vers le public pour savoir si effectivement il y a des questions là aussi à poser à nos intervenants. N'hésitez pas. J'ai vu un petit bras tout à l'heure, non, il s'est rebaissé. Ok, très bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Cette table ronde est à redécouvrir en replay sur les antennes de Bâti Radio et de Radio Territoria. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans un instant pour faire la conclusion de cette 5e et belle journée ici du Rénotour à Lyon. Merci de votre fidélité et à très vite. Salut.